beaucoup d'être venus très nombreux. Je crois que c'est le plus gros meet-up qu'on ait organisé jusque-là. Pour ce 12e meet-up et pour le premier meet-up d'une série d'au moins de 4 meet-up qui va parler de design token. Donc merci à Adrien et Ismail pour l'organisation de ce meet-up. Un meet-up qui nous promet pas mal de surprises, enfin une grosse surprise, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais il y a certains qui savent déjà. Donc voilà, merci à tous d'être venus nombreux, merci à tous les intervenants d'être là. Et à l'issue de ce meet-up, comme d'habitude, quelques pizzas et quelques bonnes bières pour échanger entre gens intelligents et de bonne compagnie. Voilà, merci beaucoup. Pour enchaîner rapidement, donc il y aura 3 interventions. Vous aurez l'occasion à la fin de chaque intervention de pouvoir poser quelques questions. Donc pareil, n'hésitez pas à bien mettre le micro près de la bouche pour qu'on puisse après l'entendre sur le replay par la suite. On va rapidement laisser les intervenants se présenter. D'abord, Ismail, je te laisse te présenter. Je vais mettre... Du coup, Ismail Amila, Design System Manager. Mais c'est bon, j'ai le petit micro. Du coup, Design System Manager, freelance. Aujourd'hui, je suis chez La Redoute et je suis en train de finir ma mission. Donc voilà. Parfait, merci Ismail. Et ensuite, Adrien. Bonjour, moi je suis front-end développeur. Je suis chez FrontGuys, qui est l'entreprise qui organise les meet-up DesignOps. Et front-end développeur depuis un paquet d'années. Voilà. Merci. On va enchaîner sur le reste des intervenants. Je vais Louis de se présenter rapidement. Yes. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Chenet, cofondateur de Specify. Je vous en dirai plus sur Specify plus tard. Et front-end développeur également à mes heures perdues. Merci. Et on va enchaîner sur la team Carrefour avec Jérémy. Bonjour à tous, Jérémy, designer design system chez Carrefour depuis 2 ans. Voilà. Et bonjour, Antoine, design system manager aussi chez Carrefour avec mon confrère Jérémy. Super, merci beaucoup et je laisse du coup la parole à Adrien et Ismail pour commencer. Alors, ce soir, c'est en fait le premier meet-up d'une série sur les design tokens. On va avoir un meet-up mi-mai. On n'est pas tout à fait encore certain de la date. Il y a des chances que ce soit le 14, mais ça pourrait être le 16. Donc, on annoncera la date sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas. Avec Token Studio et France TV. Et vous voyez qu'à chaque fois, on va retrouver le même dispositif où on a un outil et des gens qui ont implémenté les design tokens dans leur design system. Fin mai, ce sera 08 et Open Classroom. Open Classroom utilise 08 depuis quelques années et là, ils l'ont aussi utilisé pour les design tokens. Et mi-juin, ce sera Supernova avec The Fork. Voilà, donc c'est le début d'une belle série. Mais ce soir, le programme est déjà vraiment super sympa. Donc vous avez compris, ce sera Specify et Carrefour, même si Louis Chenet est pas complètement qu'avec la casquette de Specify, mais aussi avec la casquette d'éditeur du Design Token Format, du standard donc, qui est sous l'égide du W3C, qui permet d'avoir de l'interopérabilité entre les différents systèmes. Donc on aura une petite introduction un peu théorique faite par Ismaël et moi. Ensuite, Louis qui nous parlera de la standardisation des design tokens et puis un retour d'expérience de Carrefour sur la mise en place des design tokens. Et on finira la soirée avec une petite surprise. Du coup, le menu de ce soir, on va commencer par la définition de qu'est-ce que les design tokens. On va ensuite parler en fait de la nomenclature au global, bonne pratique. Comment en fait finalement choisir la nomenclature de ces design tokens. On va ensuite parler de transformation. Finalement, que deviennent les design tokens et comment ils vont se transformer pour servir les produits digitaux et finalement votre réalité opérationnelle. Pour finir avec une ouverture sur le design ops. Sacré gros mot.
Du coup, la définition, déjà, les design tokens, c'est quoi? Déjà, selon Ben Callahan, très cher américain hyper bon qui a fait d'excellents talks sur justement les design systems, anatomie des design systems et maturité des design systems que je vous conseille très chaleureusement. En fait, il a théorisé les design tokens comme étant la deuxième couche juste au-dessus des fondations, qui vont finalement être la traduction de ces fondations, dans justement l'anatomie du design system. Ensuite, ces tokens vont justement servir le corps du système pour par la suite servir les composants. Et je te laisse la main. On en reparlera et on essaiera de le définir, mais en fait là on a une série de définitions avec plusieurs points de vue. Je crois que c'est bien elle qui a coin le terme design token, Gina Han. Lorsqu'elle a trouvé ce terme, lorsqu'elle a nommé les design tokens, très rapidement, son discours a été de dire ça n'est pas que des variables, ce ne sont pas que des valeurs, ce n'est pas qu'un outil technique, c'est aussi en fait une méthodologie et une façon de passer des décisions et des informations depuis le design tout à travers le design system et jusqu'à la partie tech. Et on aime beaucoup ce tweet où en fait elle dit dire que les design tokens sont juste des variables, c'est comme de dire que le responsive design c'est que des media queries. C'est quand même un peu plus que ça au final. Voilà. Et les design tokens, c'est ce qui permet aussi d'aller exprimer des décisions prises à travers des plateformes, à travers des différents devices, différentes tailles, différents contextes d'utilisation. Et donc notre définition des design tokens, je parle sous le contrôle de Louis, c'est une décision design dans un contexte spécifique qui va se matérialiser par une ou plusieurs variables plus ou moins abstraites. Déjà là, ça se complique un peu, parce qu'en fait dans les design tokens, on peut avoir une décision ou plusieurs décisions dans un objet, on reviendra dessus après, et qui sont stockées dans un format agnostique pour véhiculer des caractéristiques visuelles de marque et finalement les transporter à travers l'ensemble des supports numériques. Plein de gros mots pour dire que ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir le stocker dans un format qui va être réutilisé, qui va pouvoir passer d'un outil à un autre, qui va pouvoir ensuite être transformé. Pour être très clair, la plupart du temps, c'est un bon gros vieux fichier JSON. Mais parfois on peut aussi aller les transformer dans d'autres formats et c'est là où il va pouvoir aller traverser l'ensemble des supports numériques. En gros, ça veut dire d'être utilisé sur le web, sur le mobile, sur des télés, sur de l'embarqué, partout où votre design system est affiché. Il ne faut pas oublier vraiment cette notion d'agnosticité, parce que souvent les gens considèrent qu'un design token est une variable parce qu'ils enlèvent ce côté agnostique en fait du design token, qui est hyper puissant. Je t'en prie. Toujours pour essayer de définir un petit peu dans les grands principes, Brad Frost a beaucoup parlé de comment étaient structurés les design tokens. Pour lui, il y a trois couches, trois types de design tokens. Il parle de tiers, mais la traduction en français n'est pas forcément très heureuse. La première typologie de design token, c'est ceux qui vont permettre de définir un ensemble de valeurs de base. Très souvent, c'est là où on a des grandes énumérations et on a toutes les options possibles qui sont définies. Ensuite, on a une deuxième partie qui va être un peu plus sémantique et où on va commencer à avoir des design tokens qui ont des noms qui indiquent quelle est la signification qu'ils veulent porter. On va commencer à avoir des termes du style warning, danger, enfin vous voyez, il y a une idée derrière qui est véhiculée, pour une couleur par exemple, mais voilà, il y aura plein d'autres termes. Et la dernière couche, le dernier tiers, ce sera leurs utilisations au sein même des composants, où là ils sont utilisés et renommés en fonction d'un contexte très précis. C'est ce qu'on va retrouver plutôt dans la partie librairie de composants, alors que toute la première partie, on est sur les définitions et les usages, on est plutôt sur à l'intérieur du design system, dans la partie thème de base, définition, librairie, au sens presque Figma du terme, quoi.
Si tu veux rajouter un mot là-dessus. Non, parce que de toute manière, la suite est encore une réinterprétation. Donc, dans le même schéma de pensée, on a la pyramide d'abstraction de Oscar González, que j'apprécie beaucoup, beaucoup, cette pyramide, où en fait, on comprend qu'on part d'une valeur qui va être justement incorporée dans cette variable de base, qu'on va par exemple appeler Purple 500. Et cette variable de base, en fait, on voit toute la chaîne de valeurs qui va aller de la valeur à la variable de base vers la variable commune ou que personnellement je préfère appeler variable sémantique jusqu'à la variable composant. Et on voit en fait toute cette chaîne de valeurs et finalement la nomenclature qu'on va avoir derrière chaque typologie qui va justement porter un sens et un sens qui va être contextuel au niveau où on est. Et donc aujourd'hui... Pardon, je t'ai peut-être passé trop vite. Non, non, t'inquiète. Tu veux... Ouais. Et donc aujourd'hui, on a toutes ces typologies qu'on a récupérées d'une slide justement de Louis et James Nash lors d'une précédente config, où en fait on voit l'ensemble des différentes typologies qui peuvent être stockées dans du JSON et donc dans les design tokens. Donc ça vient du design token community group et on va voir qu'on a de la couleur, de la dimension, de la duration, de la durée, pardon, et en fait un peu tous les caractères visuels qu'on va pouvoir mettre dans un CSS et quelques petits trucs en plus. Et je te laisse. En fait, l'idée que j'aimerais qu'on retienne là-dessus, c'est qu'il y a deux grands types de design tokens. Il y a des tokens simples avec juste et qui portent qu'une valeur, qu'une information, et des design tokens qui eux sont composites, qui en fait sont une composition de plusieurs autres tokens, ou en tout cas une composition de différentes valeurs. Par exemple, une bordure va avoir une couleur, une épaisseur, un style de trait, et ainsi de suite. Et vous voyez vraiment qu'il y en a qui sont donc des compositions de plusieurs valeurs et informations, alors que d'autres sont très simples. Et on met un peu de côté, il y a quelques structures de données pour faire des tableaux, des objets, des listes, des dictionnaires, enfin voilà, mais ça c'est plutôt... ça reprend en fait la façon de réorganiser tout ça dans un fichier JSON, mais en soi, c'est pas les plus importants. Donc en fait, ce qu'on n'a pas dit, si on peut juste revenir une slide en arrière, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, un design token est composé d'un nom, d'une valeur et d'une typologie au minimum. La typologie, ce sera transition, ombre, gradient, typographie, etc. C'est bon. Comment on nomme ces design tokens? C'est peut-être le cœur du sujet, le cœur j'allais dire, du problème parfois. L'idée générale est de réussir par le nom à indiquer la décision qui a été prise. Et donc oui, les bonnes pratiques pour nommer ces design tokens, déjà c'est de faire ça de manière collégiale et donc interdisciplinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas au designer tout seul de choisir ou au développeur tout seul de choisir, en fait c'est ensemble. Pour arriver à trouver la bonne manière de nommer et que pour tout le monde s'y retrouve, parce que c'est bien ça l'idée en fait, c'est que les utilisateurs des design tokens vont être autant les développeurs que les designers. On verra pour la suite plus tard. Déjà on va essayer de faire en sorte que ce concept-là soit déjà correctement adopté dans les différentes entreprises. C'est voilà, faire ça ensemble. C'est aussi d'adopter une architecture de nommage qui va partir du plus général au plus spécifique. Donc on va d'abord parler, je ne sais pas, de la marque, puis du module dans lequel ça va s'intégrer, puis de la spécificité de cet élément. Plutôt que de parler d'abord de la spécificité, puis finir avec le concept le plus général, générique. Aussi s'inspirer du monde réel. Je vais en reparler juste après. En fait, de s'inspirer des standards qu'on connaît déjà et qui sont partagés culturellement. Ne pas oublier en fait qu'un design token, la manière de le nommer, on doit garder ce côté descriptif. Décrire le rôle en fait que le design token va avoir, le contexte dans lequel il est, et éviter en fait de raconter sa vie aussi dedans, en fait d'être bref, d'éviter de faire de longues phrases, sinon ça va être assez compliqué de s'en resservir par la suite. Et aussi et surtout, en fait en tant que designer, à chaque fois qu'on fait un truc, c'est cool de tester ce qu'on fait et de ne pas considérer que tout de suite on a imaginé quelque chose donc ça va marcher, parce que souvent les premières itérations qu'on va faire ne vont pas fonctionner.
Donc c'est assez sympa d'éprouver tout ça et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pour justement itérer jusqu'à arriver à pas la version parfaite, mais en tout cas une version qui va convenir à vos utilisateurs. Si vous deviez retenir un nom et une source pour vous inspirer ou savoir comment nommer vos design tokens, retenez Nathan Curtis, il a fait quand même plusieurs articles là-dessus. Le gros de l'idée, c'est de dire on réutilise la logique qu'il y avait dans BEM, qui était une façon de nommer des classes CSS, où on réutilise une nomenclature qui, comme le disait Ismaël, va du plus général au plus précis. Il a repris cette logique-là pour en faire un article assez long où il décrit une nomenclature assez intéressante. Il l'a un peu retravaillé, il l'a un peu retouché. L'article date un peu, mais il l'a quand même pas mal remis au bout du jour. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'aller classifier toutes ces décisions et tous ces nommages avec un type, à quel élément il s'applique, quel type d'attribut, quel est son rôle, etc. Et on va composer un petit peu tous ces éléments-là pour trouver les noms adéquats. Il y a des choses qu'on ne va pas exprimer dans un token, qu'on va réutiliser dans un autre. Vous voyez, par exemple, on va composer le nom du design token avec un espacement et une taille. Voilà. Et ça, c'est la première ligne qu'on a. Mais voilà, on a toute une série comme ça, avec les post-it de couleurs que vous voyez, de possibilités de nommage, et puis on va utiliser les bonnes pour essayer d'avoir les noms les plus précis possibles et descriptifs possibles. Tu veux rajouter un truc là-dessus? Non, il y a aussi Nate Baldwin qui a fait un excellent article. Ouais. Nate Baldwin, pardon, qui a fait un excellent article dessus. Et en fait, c'est de là, malheureusement, on ne le voit plus, mais de là que vient le premier visuel avec le générique vers spécifique, et justement avec un exemple. Ça va revenir. Hop là. Avec justement la taxonomie et la convention de nommage. Et du coup, l'inspiration du monde réel. Petit exemple, quand vous allez au Starbucks, vous ne demandez pas une boisson selon le nombre de millilitres qu'il y a dedans. Bah, dites-vous que les design tokens dans l'usage principalement sémantique, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est de s'inspirer de ce que vous connaissez. Enfin, j'en ai plein des exemples comme ça, Starbucks. Là, c'est passé, mais la galette des rois, vous ne prenez pas une galette des rois qui fait tant de grammes, vous prenez un nombre de parts, les gâteaux, et ainsi de suite. Donc vraiment, pensez usage, pensez à comment vos designers et vos développeurs vont utiliser ces décisions dans leur quotidien, dans leur code, dans leur maquette, et cherchez à nommer les choses de cette manière, pour être le plus parlant possible. Alors, elle peut faire un peu peur, celle-là, mais il y a différentes façons de nommer, il y a différents types d'échelles. Là, on en cite trois et on donne des petits exemples. Il y a une échelle qu'on pourrait appeler d'intervalle, l'autre ordinale et la dernière nominale. Il y en a peut-être d'autres, mais un intervalle, en fait, vous allez pouvoir mettre plein d'options. Elles vont être dans un ordre précis, et entre chaque valeur, il y a un pas. Il y a une distance qui est à peu près la même. Donc, en fait, ça vous donne déjà pas mal d'informations. Une un peu plus simple, ordinale, mais il y a juste un ordre. Ça va du plus petit au plus grand. En tout cas, il y a un ordre logique. Et la dernière, les types d'échelles qui seraient plutôt nominales, là, on donne un nom qui est très, très lié au contexte. On donne un petit nom qui porte un sens ou qui raconte une histoire. Évidemment, la première, elle est très bien pour traiter un grand volume de tokens quand on a plein d'options possibles et c'est relativement générique. Yellow 300 me dit un petit peu, mais pas grand-chose de qu'est-ce qu'il y a dans la valeur. Et plus on va vers ordinal et nominal, et plus on est, comme l'architecture qu'on vous a introduit au tout départ, on n'est pas tout à fait aligné sur les 3/3, où on est plus dans le cœur et plus dans les composants, mais quasiment. Parce qu'il peut y avoir quelques valeurs nominales, y compris dans le cœur du design system, et pas forcément que dans les composants, mais c'est un petit peu aligné. Vous voyez, on est à gauche plutôt sur du gros volume, des noms génériques, et on décrit des options, et
plus on va vers la droite, plus on est sur un nom qui est unique, qui est lié à un contexte et qui indique quelle est la décision qui a été prise. Là, on sait que c'est vraiment sur un élément qui va avoir une interaction dessus. On est sur un lien, sur un bouton, ce genre de choses. On va maintenant passer à comment on peut transformer les design tokens vers du code. Principalement du JSON vers du code, c'est-à-dire que la plupart des outils de design permettent de faire des exports JSON. Il y a une bonne nouvelle, c'est que énormément d'outils permettent de complètement l'automatiser. Après, il y a quand même parfois du travail. Les deux grands outils que je pourrais vous conseiller pour transformer des design tokens vers du code, ça va être évidemment Specify le fait parce qu'il traite une bonne partie de la on va dire, ce que j'appellerais moi la chaîne de production des design tokens jusqu'à leur utilisation dans le code. Mais l'outil que vous verrez aussi très très communément utilisé et qui permet de faire énormément de types de conversions, c'est Style Dictionary, avec le petit logo en forme de caméléon, qui au départ n'était pas un outil spécialement dédié au design token, mais qui, sachant déjà faire beaucoup de conversions d'un format vers un autre, a été très souvent utilisé. Les exemples les plus classiques, c'est de transformer des design tokens en du JavaScript ou du CSS, en tout cas des formats front-end, et aussi vers des formats pour mobile iOS et Android. Et sur cette partie transformation, il y a énormément de littérature et énormément d'outils, comme je vous le disais, qui préexistent. Il y a une particularité quand même. Donc, je reparle un petit peu de Specify, qui certes est sur un modèle payant, mais la licence n'est pas extrêmement chère et elle permet de vraiment traiter toute la chaîne de transformation du design token, et y compris en code. Vous êtes peut-être assez nombreux, en tout cas nous on a pu voir dans les retours d'expérience qu'il y a énormément de gens qui utilisent aussi Token Studio. Token Studio qui propose d'ailleurs un outil qui est peut-être pas très très connu mais qui est extrêmement intéressant, qui permet très rapidement de générer des bouts de script qui fonctionnent avec Style Dictionary. Donc vous êtes dans une interface web, vous importez votre JSON, vous choisissez quelques options et ça vous crache très vite du CSS, du Swift, de l'iOS. Donc celui-là, il est aussi assez intéressant. Et au centre, il y a un peu un éléphant dans la salle qui est que aujourd'hui, sortir les design tokens directement depuis Figma, c'est en partie possible avec des plugins, avec certains systèmes qui permettent d'exporter les styles, mais c'est très compliqué. Enfin, il y a une API qui permet de sortir les variables, qui sont sorties en juillet dernier, mais cette API, vous ne l'avez qu'en tiers entreprise. Et je pense que vous êtes peu nombreux à avoir ce niveau-là de licence, ce qui fait que en fait, l'utilisation et l'export des variables n'est pas accessible au plus grand nombre. D'où le petit piment et le côté assez onéreux de ce système-là. Et enfin, si vous voulez vous renseigner un peu plus, je vous conseille plusieurs articles et documentations de Backlight qui font un panel assez exhaustif de toutes les solutions. Et donc, DesignUps, on revient à la collaboration interdisciplinaire. Parce qu'encore une fois, c'est pas qu'une histoire de designer ou de design. Alors déjà, en fait, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire que, au début, je vous ai parlé de, justement, la collaboration entre design et tech. Sauf que le fait de mettre en place un projet comme ça en entreprise, ça prend du temps. Et le temps, en entreprise, c'est de l'argent. Donc, ça doit absolument venir s'introduire dans une stratégie d'entreprise et finalement une stratégie produit. Un petit rappel, un design system est un produit interne qui va servir les produits externes et qui vont, eux, servir les utilisateurs finaux. Moi, je considère que les design tokens sont comme une épique finalement du produit design system, et donc il faut absolument que ça s'intègre dans une vraie stratégie d'entreprise et de design system, et donc d'arriver à comprendre les bénéfices qu'il va y avoir derrière, pourquoi les mettre en place, et finalement mettre en place une feuille de route pour arriver à mettre ça en place tous ensemble via une stratégie produit
du design system. Les bénéfices de mettre en place les design tokens, alors forcément, on revient sur les bases et ça oblige à se restructurer et à reprendre vraiment des bases méthodologiques un peu saines. Quand on revient sur un design system ou quand on l'implémente avec les design tokens, on est obligé de s'appuyer là-dessus. Ça permet aussi parfois d'avoir vraiment une mise à l'échelle des pratiques, notamment, on pourra peut-être en parler avec France Télé. Je crois qu'ils ont un retour d'expérience assez intéressant. Ça leur a permis de mettre une certaine cohérence visuelle à travers énormément de types de devices En fait, ça sert surtout à rendre objective l'ensemble des prises de décision subjectives. C'est-à-dire qu'en tant que designer, en tant que développeur, quand on travaille sur nos différentes interfaces, on va avoir nous-mêmes un avis de ce qu'il faut mettre en place. Cette méthodologie va servir à en fait prendre du recul tous ensemble et toutes ces petites décisions subjectives les rendre en fait complètement objectifs. L'absolu n'existe pas, mais en tout cas relatif à l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de l'entreprise. Sur la partie expérience globale et accessibilité, la plupart du temps, les design tokens vont vous permettre ensuite d'aller vers des thèmes, de la thématisation. Et pourquoi pas, ces thèmes vont permettre d'avoir peut-être un thème qui est avec plus de contraste, qui vont s'adapter à des handicaps ou à des situations particulières. Et de la même façon, cette partie, une fois que le travail des design tokens est fait, cette partie qui va permettre de faire de la thématisation va potentiellement ouvrir la possibilité d'avoir de la personnalisation et d'adapter aux préférences et contextes d'utilisation de vos utilisateurs. Ça permet également forcément de faire du multimarque. C'est un autre exercice, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. D'ailleurs, là, on a juste pris un petit raccourci. C'est-à-dire qu'on a fait exprès de vulgariser, mais on ne vous parle pas de la différence entre thème et mode. C'est-à-dire que là, il y a des choses dont on parle qui sont des modes, mais voilà, pour éviter de rendre le sujet trop complexe tout de suite, on parle seulement de theming. Et enfin, une fois qu'ils sont en place, même si c'est un coût de mise en place, évidemment, il y a quand même des gains d'être capable de déployer beaucoup plus rapidement des changements. Et ça, plusieurs équipes ont pu nous le remonter. Et évidemment, une fois que vous avez mis en place les design tokens, la partie cohérence visuelle, elle est assurée par les design tokens et ça permet souvent aux designers de reprendre la main sur une partie legacy. Un peu de teasing. Là, on a fait beaucoup de théorie. C'était pour faire une introduction et éviter aux équipes et à Louis d'avoir à le faire. En mai, on vous parlera beaucoup d'ateliers et de pratiques. On a toute une série d'ateliers, mais ça, on en parlera mi-mai. On fait un petit panorama très rapide des outils. Évidemment, Specify, Supernova, 08, Style Dictionary, Token Studio, évidemment aussi Figma. Ça fait beaucoup d'outils. On n'a pas forcément voulu faire un benchmark, mais ce qu'on va vous proposer, c'est une petite carte de métro pour s'y retrouver, qui ne fait que couvrir non pas la finesse des différentes fonctionnalités, mais qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est complètement intégré, qu'est-ce qui est complètement géré. La création, c'est vraiment créer un nouveau token, le nommer, etc. La gestion, ce sera plutôt être capable de les réorganiser, de les grouper. L'utilisation, c'est de vraiment les utiliser et de les importer dans vos outils de design. Et enfin, il y a un petit îlot qui va peut-être plus être comment est-ce qu'on fait la passation vers la technique, qui va être comment est-ce qu'on les formate, comment est-ce qu'on est capable d'automatiser ce formatage à chaque fois qu'il y a des nouveaux design tokens, et est-ce qu'on a une API qui les stocke et qui permet d'aller les récupérer. Et en tout dernier, un dernier îlot qui est vraiment plutôt est-ce qu'on est capable de générer une documentation des design tokens. Vous voyez qu'il y a des outils comme Specify, Supernova qui traversent absolument tout, et d'autres qui se sont spécialisés, qui ne font qu'une partie. Et enfin,
Peut-être que tu veux les Et du coup, oui, on vous conseille quelques lectures. On vous a parlé justement de Nathan Curtis, qu'on vous a remis là avec son article magique sur comment nommer les design tokens. Il y a aussi Brad Frost, que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, qui parle d'Atomic Design et qui a justement creusé le sujet des design tokens, des variables, etc. Alors, il y en a un qu'on connaît un peu moins, qui s'appelle Thomas Gossman, qui a fait une série de 10 articles qui sont excellents. Après, il faut s'accrocher un peu, parce que c'est un dev. Donc, il parle des choses de manière très technique. Mais finalement, ça apporte une couleur différente que la simple couleur design qu'on entend le plus sur justement la prise de décision contextuelle. Et on rentre un peu plus dans le dur du sujet. Et finalement aussi Lucas Opperman, qui est pour nous un des contributeurs les plus importants sur le sujet et qui a fait d'excellents articles sur Medium, autant sur la manière de nommer que sur les différents tiers, que sur les échelles de nommage, que sur le dark mode. Vraiment, c'est aussi lui qui a fait un des plugins les plus utilisés qui s'appelle tout simplement Design Tokens dans Figma, qui permettait de les documenter et les exporter très, très facilement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? N'ayez pas peur, on ne va pas vous mordre. Alors c'était hyper clair, ou vous n'avez rien compris du tout et du coup vous n'avez aucune question? Marjorie, par là. Alors non, vous allez avoir mieux. C'est la petite surprise. C'est lié à la surprise. On glisse bien. Un, deux. Merci les gars pour la presse, c'était super. J'ai une question par rapport au corps, dans un contexte multi-brand. Alors je m'appelle Maxime, je suis lead DS chez Orange. Okay. Et je me demande si il vaut mieux privilégier plusieurs corps pour chaque bibrand, ou s'il faut plutôt capitaliser sur une seule lib de corps dans laquelle on stocke toutes les fondations pour éviter de démultiplier les corps à chaque fois qu'on fait une sémantique différente dans la librairie. Vraiment dans un contexte multimarque. J'ai une slide là-dessus si vous voulez. Je pose cette question parce que j'ai vu tout et son contraire, plutôt des recos sur le fait de démultiplier les corps, et d'autres qui disent qu'au contraire il faut capitaliser sur un seul et même corps, avec la contrainte que quand on a besoin d'aller chercher des tokens depuis le sémantique ou le component, il faut se retaper des couleurs qui peut-être, ou des tokens qui n'ont pas de rapport avec la brand qu'on est en train de créer. Donc voilà. Moi je suis plus d'avis à multiplier les corps pour justement avoir une bibliothèque par marque. Pour avoir une bibliothèque par marque et ensuite en fait à venir mapper, changer le mapping d'une bibliothèque à une autre. Voilà, c'est que mon avis. Je regarde Louis en même temps. J'ai un avis différent, mais ok. Je l'expliquerai plus tard. Est-ce que tu peux compléter la salle? C'est au fait on a les monos. C'est d'accord. Oui. Ok. Alors, chez Renault, vous m'entendez bien, j'espère. Chez Renault, on est dans un contexte de multimarques et on a des produits qui sont multimarques, donc en fait, qui vont être le même produit. Un exemple, MyBrand, donc le produit qui a l'application mobile qui va être utilisé pour la voiture, que ce soit Dacia, Renault ou Alpine. Et on a aussi des produits qui sont monomarques, notamment qui sont, par exemple, Renault Group, qui va être utilisé, qui est par Renault Group. Et donc, vous voyez, en fait, on a énormément de produits dans cet écosystème. Donc, qu'est-ce qu'on a privilégié? On a créé deux types d'actions. On a créé d'abord un groupe qui c'est multimarque et qui est multi-thème. Donc, chaque marque a son Dark Light Mode. Et à partir de cette palette qui est universelle, on va utiliser une deuxième collection en utilisant les variables, les tokens. Et à partir de cette deuxième collection, elle va appeler la première. Donc, en fait, la collection qui est dédiée, elle va être une instance de la connexion parent. Donc, ça répond à ta question. On va garder les deux. C'est-à-dire que c'est au produit, s'il est multimarque ou s'il est monomarque, de choisir quelle collection il va utiliser.
Parce qu'en fait, ces gens-là qui travaillent tous les jours avec ces produits, ils vont savoir aussi s'ils ont besoin de voir le produit en format mode Alpine ou en mode Renault, ou ils vont avoir juste de voir Renault Group tout le temps. Donc, voilà. Merci. Merci. Merci Gabriel. Un exemple, soit une application. D'autres questions? On passe à la suite. Merci beaucoup. Merci pour Merci tout le monde. témoignage. Et on reviendra tout à l'heure pour vous annoncer la fameuse Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler standardisation des design tokens et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, voilà, je considère que c'est entre guillemets un des possibles futurs du design à grande échelle. Donc, bonjour. Alors, présentation brève, je m'appelle Louis Chenet, je suis cofondateur de Specify. Donc Specify, comme vous l'avez compris, c'est un outil qui vous permet de synchroniser vos design tokens entre les équipes design vers les équipes de développement principalement. Et également, je participe à l'élaboration d'un standard qui va vous permettre d'utiliser et de créer des design tokens d'un outil vers n'importe quel autre. Et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, au menu, on va voir ce que c'est une design API. Je vais ensuite vous expliquer pourquoi est-ce que j'estime qu'on a besoin d'un standard et je vais vous présenter un petit peu ce que le futur nous réserve concernant les design tokens. Alors, qu'est-ce qu'une design API? Design pourquoi? Tout simplement, quand on parle de design token, on parle de décision de design. Que ce soit une couleur, une typographie, un arrondi de boutons ou d'un champ de formulaire. Il y a plein de décisions qui graphiquement vont permettre à une marque ou à une autre de se différencier. C'est ce qu'on appelle des décisions de design. Donc le mot design ici, c'est celui-là. Maintenant, API. API, c'est tout simplement un moyen de venir inscrire de la donnée dans un système ou de venir récupérer de la donnée dans un système. Donc tout à l'heure, quand Adrien vous disait avec Figma, récupérer les design tokens depuis Figma, c'est pas forcément pratique parce que leur API n'est disponible que pour les entreprises qui sont sur le plan organisation. Ils ont une API qui permet aux gens de venir récupérer des données qui viennent d'un fichier Figma et ils ont aussi une API qui permet à des développeurs de plugins de venir inscrire de la donnée dans un fichier Figma. Donc une API, c'est tout simplement un moyen d'interagir avec un système pour lui donner à manger ou pour récupérer des choses. Donc une API, ça va être super pratique pour venir faire transiter de la donnée au sein d'un système. Et ce système, c'est un design system. Je voudrais aborder principalement le sujet de pourquoi est-ce que les design tokens existent à la base. C'est un problème business qui est évident, c'est-à-dire que ça arrive, on a besoin de faire un rebranding par exemple. Ça c'est l'histoire de Spotify. Il y a quelques années, ils se sont dit on va passer d'un verre à les pommes à un verre un petit peu plus électrique. Et puis la manière de fonctionner de Spotify en interne, c'était bien... Chaque équipe est un petit peu indépendante les unes des autres. Si vous voulez, par exemple, équipe Android et équipe iOS, vous voulez toutes les deux avoir un design system, so be it, allez-y. Néanmoins, ils se sont retrouvés avec entre 40 et 50 design systems dans la nature, trop pratique. Et puis là, maintenant, il faut aligner tout le monde et dire coucou, en fait, maintenant, ce verre, c'est celui-là. Ça a un peu grassé des dents. Donc, ils se sont rendus compte que la meilleure chose à faire, c'était de réunir tout le monde au sein d'un seul et unique design system, ce design system qui s'appelle Encore. Et donc, en fait, toutes les équipes maintenant de Spotify vont venir consommer cet unique design system, ce qui est plus pratique, parce que une fois que la donnée est à un seul et unique endroit, on est sûr d'avoir le même résultat qui est utilisé partout. Une fois qu'ils ont fait ça, la propagation de cette couleur verte, globalement, c'était une histoire d'heures. Ce changement avant, c'était des mois. Voilà. Et quand on parle de business et de mise sur le marché d'une fonctionnalité, mettre des mois à mettre une couleur en place quand on ne comprend pas forcément comment fonctionne une équipe produit, ça peut vraiment faire grincer des dents. Donc le design system, c'est quand même juste à la base une nécessité d'un point de vue business, avancer tous ensemble. Deuxième exemple, il y a le Wall Street Journal. La typographie pour eux c'est donc super important et ils ont eu la bonne idée un jour de changer de typo. Et ben, ça a été super intéressant pour eux parce que le Wall Street Journal c'est pas une seule marque mais c'en est plein d'autres et
eh bien, changer la typographie sur des systèmes qui n'étaient pas connectés les uns avec les autres. Et en plus de ça, le Wall Street Journal, c'est un groupe qui existe depuis des dizaines d'années, voire peut-être une centaine d'années. Ça leur a coûté littéralement des millions de juste changer une typographie. On ne devrait pas en être là aujourd'hui. Donc les design systems, c'est aussi un moyen de limiter le coût d'une implémentation de décision de design qui est si facile à comprendre que juste un changement de typo. Mais un changement de typo pour le Wall Street Journal qui correspond qu'à une identité qui est basée sur une typographie, eh ben c'est très important, mais là, voilà, c'était très compliqué. Donc, les design tokens, c'est juste un moyen de réussir à faire transiter des décisions simples, mais à grande échelle au sein d'une entreprise et au sein d'un design system. Donc pour revenir sur la taxonomie Atomic Design, maintenant on ne fonctionne plus en termes de pages, on va essayer de découper les choses, diviser pour mieux régner, c'est plus rigolo. On va prendre des pages, non, c'est plus des pages, c'est des morceaux de pages qui sont réutilisables, et puis ces morceaux, on va essayer de les catégoriser, donc on va dire, allez, les plus petits morceaux de Lego, on va appeler ça des atomes, entre eux, ça va faire, merci, j'ai oublié le mot, c'est magnifique. En tout cas, on va diviser une interface en morceaux réutilisables qu'on va classifier. Mais les plus petits éléments, les plus petits composants que vous allez avoir dans une interface, prenons un bouton. Ce bouton, il a un arrondi, une couleur de background, une couleur de texte, il a un style de texte qui est appliqué, il a éventuellement, quand on passe sa souris dessus, il y a la couleur de background qui change. Et puis quand on est en focus, il y a peut-être une outline avec une épaissure. En fait, les tokens, ils sont partout. Et donc, il faut qu'on ait un moyen, un vocabulaire et qu'on établisse un langage entre les différentes équipes juste pour parler de ces trucs-là. Parce que sinon, c'est galère. Là, ça peut être des concepts et on parle à une échelle qui est quand même assez fine. Donc même si on parle d'atomes, non, bah là en fait les tokens c'est limite les ions et c'est les particules qui sont à l'intérieur des atomes. Il faut mettre du visuel dans tout ça, sinon les conversations elles vont nulle part, c'est super galère. Donc les design tokens, il faut juste dire que c'est le langage qu'on va pouvoir adopter au sein d'une entreprise pour mieux parler de l'image de la brand en fait. Et donc Ethan Marcotte, la personne qui a inventé le responsive web design, donc on l'aime beaucoup, c'est lui qui explique que voilà, les design tokens sont un langage pour communiquer l'usage à travers différentes parties d'un système. Et le mot intent ici, il est super important parce que c'est le côté usage qui va être représenté par le côté sémantique. Donc si vous avez un petit peu en tête la partie, la pyramide qui vous a été montrée tout à l'heure, il y avait par exemple la valeur en dur. Ensuite, il y avait red 100 par exemple. Ce red 100 devenait, super, ce red 100 après devenait par exemple primary color. Eh bien primary color, c'est le sens qu'on donne à cette décision design qui est une valeur dans les différentes valeurs de rouge qu'on avait. Red 100, ça n'a aucune, on ne sait pas ce que ça veut dire red 100, c'est une option qu'on a de notre disposition. Maintenant on a dit que ce red 100, eh bien ça va être la couleur qui va signifier par exemple le danger dans notre interface. Eh bien ce red 100, on va le renommer, on va lui ajouter un nom qui va permettre aux gens quand ils le lisent de comprendre son usage. Et ça c'est extrêmement important, c'est intent. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un article très intéressant qui s'appelle Design Tokens as Intent de la part de Denis D'Amato. Et voilà, si vous voulez creuser le sujet. Donc, des design tokens, on en a plusieurs types. Bon, ça, c'est les principaux. C'est différents types qu'on a à notre disposition. J'ai mis icons, j'ai mis font, on pourrait mettre les images. Il ne faut pas oublier que dans les design tokens, tout seuls, ils ont quand même des petits cousins qu'on appelle les assets. Toute l'iconographie dans un produit, vous la mettez de côté. Non, c'est aussi extrêmement important. Il faut la traiter et on peut la traiter avec exactement la même méthodologie. Donc je l'ai mis dans le tas. Donc dans votre design system, vous allez avoir plein de choses, notamment des design tokens. Néanmoins, ce design system, il va être consommé, il va être utilisé par différentes typologies d'équipes. Là, il y en a quelques-unes. Et donc chaque équipe va venir nourrir ou consommer le système. Et bien finalement chaque équipe va aussi avoir une suite d'outils parce que bon là on parle de design API quand même et on parle de faire transiter de la donnée d'un outil à un autre, d'une équipe à une autre. En fait c'est des outils et donc chaque outil pour accepter de la donnée qui vient d'un autre
je sais pas, vous recevez un mail, vous avez une notif Slack, c'est des API en fait, hein. C'est une API Gmail qui va être compatible avec celle de Slack pour que la donnée d'un outil vienne à un autre. Eh bien, c'est exactement la même idée avec un système. Quand le designer fait quelque chose, eh bien peut-être que l'équipe marketing doit être mise au courant, de manière automatique si possible, c'est un petit peu mieux. Eh bien, ça va se baser sur les API. Et donc, c'est l'idée d'une design API qui va venir vivre au cœur de votre design system. Donc, les design API, c'est une évolution logique des design systems dans le sens où votre design system, ce n'est pas des choses qui sont figées, c'est normalement un moyen à votre entreprise d'avoir des équipes qui peuvent mieux collaborer ensemble. C'est l'objectif primaire de toute façon. Et pour ça, eh bien, au lieu de manuellement prévenir les gens de quelque chose qui s'est passé, eh bien aujourd'hui, c'est quand même pratique, on a des outils qui peuvent s'envoyer des choses automatiquement. Et donc, un design system qui vit et qui explique et qui notifie les gens de manière automatique, eh bien, ça fait qu'on peut travailler de manière plus efficace. Alors, le mot interopérabilité a été lâché tout à l'heure. Derrière ce mot qu'on tripe, il ne faut pas avoir peur, hein. C'est une notion qui est assez simple. C'est-à-dire que là, Matthew Ström, qui est une des personnes qui fait partie du Design Tokens Community Group, il dit qu'en fait, une Design API dont on arrive à comprendre le fonctionnement, ce sera la fondation d'un design system qui sera interconnecté avec les différentes parties qui le composent. Et les design systems, ils vont tendre vers ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un standard? Si on fait transiter de la donnée d'un outil à un autre, c'est pratique, mais c'est pratique que cette donnée, on n'ait pas besoin de faire quelque chose entre-temps pour qu'elle puisse être comprise par l'outil qui la reçoit. Donc, on parle de standard, vous en connaissez dans la vie de tous les jours. Au quotidien, on va utiliser du 220 volts, hein, c'est pratique. Bon, il y a des pays, ça ne fonctionne pas comme ça, on prend un adaptateur. Eh bien, l'idée, c'est de ne pas avoir besoin d'adaptateur dans la vie de tous les jours quand on utilise du logiciel. Pareil, vous avez un fichier MP3, le fichier MP3, vous l'ouvrez avec VLC, vous l'ouvrez avec votre navigateur. Un fichier MP3, c'est un fichier MP3, c'est pratique, c'est un standard. Le JSON, c'est un standard. Quand vous consommez une API, vous vous attendez à ce que cette API, elle vous renvoie de la donnée dans un format compréhensible par des outils qui sont capables de recevoir. S'il n'y avait pas de standard, on se tirerait les cheveux, ce serait absolument l'enfer. Donc des standards, on vit avec dans la vie de tous les jours. Et pour faire en sorte que des données design elles puissent transiter au sein d'un système, eh bien c'est pratique si cette donnée elle est un minimum standardisée, parce que sinon elle ne va pas pouvoir naviguer librement cette information. Donc, on parle d'identité de marque. Pour que l'identité de marque d'une organisation elle puisse être appliquée facilement et elle doit être capable de naviguer librement d'un outil à un autre, d'une équipe à une autre. Si je fais quelque chose dans Figma, allez, je crée une nouvelle couleur, et que mon développeur est en vacances et que c'est lui qui doit, je ne sais pas, l'implémenter en CSS, eh ben, je suis walou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'ai un moyen que Figma communique cette nouvelle couleur, éventuellement à GitHub ou aux logiciels qui sont utilisés par mes équipes de développement, et que ça se fasse de manière automatique. Donc, pour que ça transite librement, eh bien, il faut qu'il y ait un standard. Ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire que vous imaginez que là, tout ça, c'est votre design system. Vous allez avoir différentes équipes qui communiquent les unes avec les autres. Et donc, allez, je suis designer. Ah tiens, il faut que je regarde ce bouton. Quand je passe ma souris dessus, il y a eu peut-être un changement de couleur. Mais bon, ça ne respecte pas les guidelines d'accessibilité. Il faut faire une petite optimisation sur la couleur. Bon, bah, je change la couleur. Je suis dans Figma, je suis content, ça marche bien. Maintenant, j'ai envie qu'automatiquement, la couleur qui a déjà été définie dans le code, bah, en fait, juste la valeur, elle se met à jour. Et si cette valeur, elle se met à jour, j'ai envie que cette valeur, elle soit disponible à tous les autres développeurs qui consomment aussi les couleurs en code. Donc, par exemple, on pourrait dire, je fais quelque chose dans Figma, ça va mettre à jour le code et ça va automatiquement générer un package NPM pour qu'en tant que développeur, je consomme le package Colors qui vient du design system, j'ai automatiquement une nouvelle version de ce paquet qui soit générée et je la récupère dans mon code et automatiquement, j'ai mes boutons qui se mettent à jour et j'ai même pas besoin de les mettre à jour à la main. Parce que ça ne sert à rien de mettre à jour tout ça à la main. C'est mieux de passer du temps sur des choses qui ont un peu plus de valeur business. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a des API. Parce qu'on peut faire des choses de manière automatique. Donc là, je vous ai juste expliqué un flow entre du design vers le code. Mais il y en a plein. On pourrait même dire, ah, et en même temps, tu me génères un paquet NPM. Mais tu sais quoi, tu vas aussi dans ce channel Slack me faire une notification pour avertir tout le monde. Parce que ce channel Slack, il est peut-être utilisé par des personnes au sein du marketing. Ils ont peut-être des slides à mettre à jour parce que le logo il a changé. Ça peut être pratique. Donc, il faut que votre design system
il ait des connexions et qu'il vive et que les gens ils puissent avoir des choses un petit peu plus automatiques. Comment ça fonctionne? À gauche, vous avez du JSON. Le JSON, c'est toujours ça. On a une propriété qui a une valeur. Donc là, ici, on a un fichier qui contient 2 couleurs. On a une première qui s'appelle, donc on a 2 tokens. Un token, c'est un nom, une valeur, un type. On a une couleur qui s'appelle red, qui a une valeur en hexadécimal, et qui est une couleur. Et on a une deuxième qui s'appelle black. Néanmoins, moi, imaginons que je sois un développeur et que je travaille avec du CSS, et j'ai peut-être envie d'avoir une variable CSS, les couleurs qui soient définies en design et qui soient générées en variable CSS. J'ai besoin de dire à mon design system, hey, coucou, s'il te plaît, à chaque fois qu'il y a le designer qui fait ça dans Figma, tu me génères ce fichier qui s'appelle colors.css dans mon répertoire de code, dans ce dossier, et j'ai envie d'avoir les variables qui sont appelées comme ça. Et voire même, peut-être que demain, je te dirais de rajouter, je ne sais pas, Marcel, tiret devant le nom de la couleur, parce que notre design system s'appelle Marcel. Ça pourrait être pratique. Au pif. Donc, au pif. Et pour ça, il faut dire au système, bon bah, je te dis ce dont j'ai besoin, je configure le système pour qu'il y ait un pipeline de distribution, de transformation, où on lui dit, et au fait, j'ai envie que ce soit aussi trié de manière alphabétique. Donc, on va expliquer à notre système ce qu'on veut. Ça, c'est ce qui est possible avec Specify, c'est possible avec d'autres systèmes aussi, mais c'est le principe d'automatisation et de granularité que vous voudriez avoir avec vos design tokens. Là, c'est un exemple avec du CSS, c'est pas sur le CSS sur lequel il faut se focaliser, c'est vraiment sur le principe. Les développeurs veulent être en contrôle total du code produit par un système, sinon ils n'auront jamais confiance dans ce système. Donc, il faut leur donner la flexibilité de expliquer clairement à ce système, c'est ça que je veux, à la virgule près. Sinon, les développeurs, jamais ce sera adopté. Donc, notre marché a littéralement besoin d'un standard pour les design tokens, largement utilisé pour que chaque décision puisse transiter librement à travers les outils d'une organisation. On vient de le voir. D'où le Design Tokens Community Group. Donc, c'est un groupe de travail rattaché au W3C, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, bon, c'est très cool, mais faut qu'on arrête de travailler les uns et les autres dans notre coin, il faut qu'on se réunisse et qu'on établisse un standard. Et donc en 2019, il y a 2 personnes, Kailig et Gina, qui se sont réunis et qui se sont dit, allez, on va rassembler des experts sur le marché et on va trouver un moyen de standardiser et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour établir un nouveau standard. Donc le Design Token Community Group, il a des TCG, il a 2 objectifs. Le premier, c'est fournir un standard qui va permettre à tous les créateurs d'outils, donc on parle de Figma, on parle de Zero Right, on peut parler, enfin en fait, même PowerPoint, ou partout où votre image de marque va être utilisée et va transiter. Mais dans la discussion, c'est principalement les outils design pour l'instant avec lesquels on est en relation. Donc, on travaille avec les différents créateurs d'outils pour établir un standard qu'ils vont pouvoir implémenter. Sans les créateurs d'outils, on aura beau être très gentil, si le standard n'est pas mis à disposition et utilisé à grande échelle, on sera freiné dans notre travail. Et il y a un deuxième objectif qui est de promouvoir les meilleures pratiques et créer du contenu et partager la bonne parole, si j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est Jinan qui s'en occupe. Donc le Design Community Group, il est composé de plusieurs équipes qui travaillent chacune sur un sujet spécifique. Il y a un groupe qui s'occupe des couleurs. Les couleurs, c'est un sujet absolument énorme. Votre écran aura une manière différente de gérer les couleurs que l'écran du voisin. Il y a des espaces colorimétriques qui se mettent à jour. Il y a l'accessibilité maintenant où bon, bah, le RGBA et l'HEX, c'est pas forcément les meilleures choses et tout. Les couleurs, c'est un sujet à part entière et il y a des experts qui travaillent là-dessus, notamment Nate Baldwin, dont vous avez entendu parler précédemment. Il y a un groupe qui est spécialisé sur le spacing, un autre sur les animations et un autre qui est sur tous ces types de tokens différents vont partager des propriétés communes, un nom, un type, éventuellement une description, des valeurs
Et donc ça, c'est le rôle du groupe qui s'occupe du format. Donc c'est un groupe transverse qui concerne tous les autres. Et moi, je fais partie de ce groupe-là, avec d'autres personnes. Le futur des design tokens. Alors, comme je vous disais, interopérabilité universelle. L'objectif, c'est vraiment d'avoir aujourd'hui des outils qui vont utiliser le standard. Et donc, quand vous créez un token dans Figma et que vous voulez l'utiliser ailleurs, eh bien, vous pourrez, c'est-à-dire que, allez, vous exportez votre palette de couleurs de Photoshop, vous avez un fichier peut-être propriétaire de Adobe. Néanmoins, ce fichier propriétaire contient des tokens et des couleurs. Ces couleurs sont dans un format qui vont pouvoir être utilisées dans l'autre outil et sans conversion. Et donc ça peut être très pratique. C'est un exemple. Donc c'est tout simplement, voilà, le fait, normalement on est un peu confus, c'est tout simplement le fait d'avoir de la donnée qui peut naviguer librement. Et sans cette liberté-là, ça va être très compliqué de faire naviguer une image de marque au sein d'une entreprise, et même avec des collaborateurs externes ou des agences de communication, etc. Enfin, en fait, c'est juste extrêmement important. Donc là, Christian est très content. Alors, une fois qu'on a ça, ça peut offrir des possibilités qui sont plutôt pas mal. Ça, c'est un outil, en gros, où j'estime que les personnes qui sont en charge de l'image de la marque, ce n'est pas les développeurs, c'est les designers. Les équipes design, c'est elles dont le rôle est de décider de quoi l'image de marque doit ressembler. Donc, idéalement, si on leur donne un espèce de petit panneau de contrôle pour qu'elles permettent d'itérer sur une marque et de voir les effets de leur changement à grande échelle, et ça peut se faire à grande échelle parce qu'on a un système avec des outils qui sont connectés et que si on change une couleur, on a éventuellement un moyen de voir l'impact d'un changement de couleur sur plusieurs plateformes en même temps, sur plusieurs composants en même temps. Ça nous permet de prendre des meilleures décisions de design au quotidien. Mais pour ça, il faut avoir le système qui est connecté et éventuellement un petit panneau de contrôle. Donc ça, c'est un outil où juste, par exemple, voilà, allez, on change une couleur. Bien, vous voyez que là, dans l'interface, il y a différents composants qui utilisent la couleur violette. Et bien, en prenant une décision et en voyant son impact à plus grande échelle, je suis à même, moi, designer, de prendre la meilleure décision. Donc c'est un exemple, mais c'est ce vers quoi on va tendre. Il y a aussi le cas du multimarque. Donc ça va répondre à... Ça, c'est un avis avec lequel je diverge un petit peu d'Ismaël, mais en tout cas, j'estime que c'est mieux de ne pas réinventer la roue et de ne pas se répéter. Les développeurs ont généralement un principe qui s'appelle DRY, Don't Repeat Yourself. Et donc, on ne va pas recréer les mêmes variables dans deux contextes différents, parce que demain, s'il y en a une qui change, on doit trouver tous les contextes qui l'utilisent et on doit faire attention à ne pas se tromper. Et retour à la case départ, on a à nouveau des problèmes. Donc en fait, imaginez que vous avez par exemple deux contextes différents. Ici, le mot thème, ce n'est pas forcément le plus important. Quand vous passez, vous savez quoi? Hop. Là, ici, là, je suis en dark mode. Si, non. J'ai oublié, toggle, voilà. Là, je suis en light. Mais qu'est-ce qui change? La couleur. Mes styles de texte n'ont pas changé, les bordures n'ont pas, les épaisseurs de bordure n'ont pas changé. Il y a des choses qui changent entre ce contexte light et le contexte dark. Mais ce qui change, c'est justement ce qu'il faut réussir à identifier. Et ce qui ne change pas, et qui est commun à tous les contextes que j'ai envie de consommer, il faut le centraliser, une fois de plus, pour ne pas se répéter et pour mieux contrôler les tokens les tokens, mais j'ai envie de dire, mais c'est même les composants. En fait, c'est juste une manière aujourd'hui, on doit produire des interfaces à grande échelle. Si on n'a pas cette mentalité de qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser, pour arrêter de se répéter et pour limiter des erreurs qui vont aussi se propager à grande échelle, il faut être malin et il faut avoir les bons réflexes. Donc là, par exemple, j'estime qu'une core library, ça peut contenir des choses qui ne vont pas changer d'un contexte à une autre. Ici, si ce contexte, on estime que par exemple c'est un thème, eh bien, donc le thème, celui d'une marque, eh bien une marque va consommer les choses qui sont communes à toutes les autres, par exemple les espacements et les icônes, et puis elle aura des choses un petit peu plus spécifiques comme
bon, bah, une typographie et des couleurs différentes. Et donc ça fait que la brand A, elle sera différente de la brand B et de la brand C, parce que voilà, il y a des choses qui sont communes et il y a des choses qui sont spécifiques. Le plus important, c'est de réussir à identifier les choses spécifiques et les choses qui sont communes, justement, pour composer les différents morceaux ensemble, tout le temps. Donc on a de la flexibilité et en même temps, on ne se répète pas. Et ça va aussi au-delà des produits digitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'interface, coucou Alexa par exemple, coucou Siri, ça c'est pas des interfaces visuelles, c'est des interfaces vocales. Une marque, c'est parfois sonore, c'est le boulanger du coin. Bah non, je sais que c'est celui-là, c'est pas un autre. Hein. Bon, il n'y a pas de token sous forme d'odeur encore, peut-être qu'un jour. Mais on va associer des expériences, on va associer des marques avec différents sens. Et donc, ce n'est pas uniquement ce qui se passe derrière un écran. Donc, par exemple, on peut très bien imaginer des cas, ça c'est un petit peu plus tard, mais on peut très bien imaginer que, imaginons, je construis des voitures, je fais des choses vis-à-vis de, je sais pas, Renault, eh bien, j'ai envie que dans les écrans qui sont à l'intérieur des voitures, même si c'est des systèmes qui sont différents, c'est pas du web, ce ne sera pas du CSS, mais il faudra que je dise à mon système, coucou, ce qui va se passer dans les voitures, là c'est un autre langage, eh bien la couleur, je veux aussi que tu l'appliques dans ce langage-là, parce que c'est un autre système, c'est un autre type d'interface. Vous pourrez très bien connecter votre CMS et faire en sorte que les outils internes de votre entreprise bénéficient aussi de l'image de marque que vous avez définie. Les signatures de mail. En fait, on peut aller très loin. Hein. Vous regardez, une identité graphique, c'est utilisé vraiment, vraiment partout. Mais pour l'instant, là où les tokens vont vivre, c'est plutôt à des endroits qui seront accessibles par les utilisateurs finaux et moins par les outils en interne. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi, j'ai une petite question technique par rapport au color.css qui est généré. Est-ce que c'est un fichier versionné ou un fichier statique? C'est un fichier qui sera versionné parce qu'on dit au design system, mets-moi ce fichier crée-moi ce fichier quelque part. Et ce quelque part, il s'avère que c'est dans un dossier qui est un Git. Ah oui, déjà, donc en fait, le design system aura des choses qui sont versionnées parce qu'il y aura peut-être Git qui sera intervenu, ou il y aura peut-être NPM, ou les deux. Mais là, la tâche, elle est très simple. On dit juste au système, tu me génères un fichier qui a telle extension, qui a tel nom, qui sera dans tel dossier, qui contient tel... C'est des strings. Après... Ok. Voilà. Merci. Je t'en prie. Merci Louis. Est-ce que tu peux nous donner de la visibilité sur la standardisation? Où est-ce que ça en est? Ouais. Est-ce qu'il y a des dates de merci, sortie? j'ai oublié d'aborder ce truc-là. Cette année, il y a deux objectifs principaux. La gestion des thèmes, qui est c'est, je pense, le sujet assez complexe, un des plus complexes et qui peut avoir énormément d'impact. Donc, à la fin 2024, on veut avoir une nouvelle version, un nouveau draft, entre guillemets, qui va expliquer justement aux différents créateurs d'outils, voilà comment est-ce que vous pouvez définir des thèmes. Et donc ça, c'est le premier objectif. On aurait aimé être un petit peu plus en avance là-dessus pour que Figma, en juin dernier par exemple, se base sur ce travail-là. On n'avait pas suffisamment avancé sur le sujet. Et on avait besoin aussi de récupérer plus de feedback de la communauté parce que le Design Tokens Community Group, on est globalement une petite quinzaine. C'est du bénévolat. Il y en a qui sont mutés, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont dispo. Et quand c'est parfois 1 heure toutes les 2 semaines et que le sujet qui doit être traité, c'est un sujet technique, mais que les 2 personnes qui sont dans le call, c'est des designers, on n'est parfois pas à même de prendre les décisions. Et donc, une norme, ça met énormément de temps à se mettre en place. Donc, et Figma ne nous a pas attendu parce qu'ils ont un business à gérer. Donc, c'est pas étonnant. Et donc, eux, ils ont créé le principe de collection et de mode. Là, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les différentes brands qui héritaient d'une core library,
Ça, par exemple, dans Figma, c'est pas encore possible. Ce sera possible avec une fonctionnalité qui vont normalement sortir qui s'appelle les Extended Collections, où tu peux dire à une collection, tu vas consommer le contenu d'une autre collection. Et donc, au lieu d'avoir deux collections qui ont pas mal de choses en commun, eh bien, tu vas composer différentes collections. On tend vers ça. On croise les doigts. À la fin de l'année, il y a le theming qui est géré. Voilà. La deuxième chose, c'est les nouveaux espaces colorimétriques. Et ça, voilà, pareil. J'ai pas énormément d'informations à donner là-dessus parce que c'est un autre groupe qui y travaille. Mais en tout cas, c'est les deux objectifs principaux sur lesquels on va se pencher cette année. Merci beaucoup. J'ai une question pas sur le fond parce que jusque-là, je ne suis pas perdu. C'était très clair, merci. Sur l'histoire justement de ce groupe que vous avez constitué, comment il s'est constitué et c'était quoi l'élément déclencheur? C'est le fanboy qui parle. Ouais. Eh bien, c'est Gina et Kylie qui se connaissaient et ils se sont dit c'est un problème le fait qu'il n'y ait pas de décision qui puisse naviguer librement, donc il faut un standard. Ils ont fait un appel à la participation, il y avait un formulaire à remplir, comme des entretiens, quoi. Et il fallait expliquer, voilà, je pense être un expert suffisant et participer à l'élaboration de standards. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas non plus, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu énormément de demandes, mais il y a des gens qui il y a des gens qui sont pas dans le groupe, mais qui sont aussi extrêmement compétents, qui ont fait le choix de ne pas forcément participer au groupe, mais voilà, c'était participatif et plutôt communautaire. Donc il y a deux personnes qui nous ont rejoints récemment, Mike Kaminga, donc une des personnes qui gère Token Studio, qui fait partie du groupe du format, et il y a le CEO de Penpot, donc un Figma open source. Il rejoint le groupe, mais pour l'instant, je ne sais pas s'il fait partie il n'a pas l'air de faire partie d'un groupe en particulier. Il fait partie, en tout cas, des personnes avec lesquelles on est en contact rapproché pour qu'on puisse collaborer. Mais voilà, il y a des personnes qui partent et qui viennent parce qu'il faut faire avancer le sujet. Merci pour la présentation. Moi, c'est sur la standardisation. Vous êtes un groupe, du coup, qui est en train de faire toute cette standardisation. Et pourquoi est-ce que c'est celle-là qui serait prise en compte, comme tu as dit pour Figma qui a lancé son mode avec les modes et les collections? Pourquoi est-ce que c'est cette standardisation-là que vous proposez qui va être prise en compte par tout le monde et pas une autre? Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est ça qui va être la solution? Premier arrivé, premier servi. Okay. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que demain, des gens veulent créer un autre format concurrent, les gens peuvent. Heureusement d'ailleurs, si on fait du mauvais boulot, peut-être qu'il y a des gens plus compétents et c'est le principal. Mais c'était l'idée de, on est le premier groupe à s'être formé avec les acteurs sur le marché qui sont, entre guillemets, les plus reconnus par leurs pairs aussi. Et donc, ça nous donne entre guillemets de la légitimité, mais demain, quelqu'un veut créer un autre groupe, c'est tout à fait possible, il n'y a rien qui les empêche, et donc voilà, c'est le web, quoi. On travaille ensemble. C'est qui la suite? Merci. Donc du coup, les présentations ont déjà été faites, mais je voulais faire un coucou à David aussi, qui a participé beaucoup à la construction des design tokens. C'était important de le mentionner. Donc du coup, Jérémy, freelance, et moi-même aussi freelance au sein de l'organisation Carrefour. Déjà, on voulait vous parler un peu du contexte de Carrefour, parce que ça rejoint pas mal de questions que vous avez parlé tout à l'heure. Sans rentrer dans les détails, mais ce genre de grosse boîte, c'est qu'il y a plein de factories, il y a plein de produits, il y a des branches d'innovation, c'est un peu splitté dans plein de sens, dans plein de pays. Tout ça pour nous amener où il y a un challenge de plein d'expériences. Il y a ce que tout le monde voit qui est le Carrefour e-commerce classique, application desktop, mais il y a aussi toutes les applications collaborateurs, les applications de drive, enfin, une grande exhaustivité. On a aussi plein d'outils de back-office différents avec des thèmes différents, des services différents comme Carrefour Location, Carrefour Énergie, Carrefour Banque. Et aussi multilangue, avec des stacks techniques différentes. Et là, on est sur Brésil, Espagne, Italie, Belgique, Argentine, Pologne, Roumanie. Je ne crois pas en avoir oublié. Les franchisés après. Oui, encore d'autres pays. Les franchisés, donc on peut avoir du right to left, on peut avoir... Ça, on ne gère pas pour le moment. Voilà.
mais ça fait beaucoup pour arriver au point final où en fait on a pas mal de librairies Figma, splittées dans plein de petites, notamment pour des raisons de performance Figma. Et ce qui nous amène aussi à avoir vu des supports en Vue 2, Vue 3, Angular, React, Android, SwiftUI, avec une sous-couche où on a l'Italie qui est en Salesforce, l'Espagne qui est aussi en Salesforce, Brésil qui est en VTEX et il doit traîner 2-3 trucs. Voilà. Nous, côté design system, notre stack elle est assez classique. On a la documentation sur 08, connectée avec Specify, et ensuite la pipeline côté tech c'est GitLab et Storybook. Voilà. Petite historique du DS. Historiquement, il a commencé il y a 2 ans et demi. Il a été construit pour le e-commerce, donc vraiment le retail français seulement. Après, l'objectif, c'était de le déployer sur les autres pays avec les contraintes qui existaient avant, donc c'est même pas les mêmes stacks. Donc parfois, il y en a qui consomment juste les tokens, quand les tokens n'étaient pas encore mis en place. Oui. Donc ils design pipette. Ouais. Et ensuite, la phase 3, c'est qu'on a décidé de scale le design system et de l'appliquer sur d'autres verticales, B2B, B2C, les outils collaborateurs, en sachant très bien qu'il y a plein de contraintes, mais le parti pris, c'est de se dire, si vous utilisez ne serait-ce que 15% de design system, vous gagnez du temps. Oui. Donc versus c'est tout ou rien. Et là, l'objectif sur la suite, c'est d'arriver. Nous, on est une petite équipe, il y a de la demande dans tous les sens, il y a des spécificités dans chaque pays, donc c'est arriver à construire un modèle décentralisé, donc à avoir plein de petits design systems, mais quand même dirigés par un core, notamment lié au token. Et ce qui fait qu'en fait, on a plein de composants différents, qui ont plein d'usages différents. Et aujourd'hui, le cas, c'est que, comme je disais, cette librairie a été construite historiquement pour du B2C, donc du coup le e-commerce. On embarque des produits sur des back-office et aujourd'hui, on a besoin d'embarquer du tableau, de la data vise, des composants qui n'existaient pas sur... Non, parce qu'effectivement, c'était l'initiative du retail, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu une touche quand même assez orientée B2C, finalement, au démarrage. Et quand on nous a dit effectivement qu'on allait embarquer donc les autres pays, c'était OK, parce qu'on était toujours sur la phase retail. Par contre, quand on nous a annoncé effectivement qu'on allait embarquer du B2B et du B2E, on a transpiré un peu, quoi. C'est très peu. Plus potentiellement des bornes embarquées. Non, on était déshydratés. Ouais. Voilà, tout ça pour dire qu'on avait déjà pas mal de contraintes organisationnelles et en fait, avec toute cette multiplicité de contraintes, on a dû aussi on a rencontré des contraintes plutôt techniques. Et donc du coup, là sur l'organisation, avant on avait un modèle très centralisé qui tournait autour du e-commerce. Donc en fait le e-commerce c'est cool, ils viennent grappiller tous les composants, il y a une équipe core qui envoie tout. Et aujourd'hui il faut arriver à un modèle où en fait on a une équipe core qui va poser des fondations, mais il y a différentes digital factories qui vont aller devoir construire leurs propres composants spécifiques qui potentiellement seront réutilisables par d'autres équipes, mais cette centralisation elle est compliquée. Mais en même temps, il faut que nous, côté core, on puisse fournir les bons tokens au bon moment pour pas que ça soit des mini-systèmes qui se créent dans tous les sens. Donc on arrive un peu à ça, on a des utilisateurs, des contributeurs, des ambassadeurs. C'est une slide, parce que c'est la vérité, je sais pas. Mais du coup, on a adapté un modèle assez classique que vous avez pu voir dans d'autres design systems, qui est l'approche fondation, core component, domain component, specific component. Je crois que Decathlon, Back Market, Leroy Merlin, peut-être ADO, long. L'idée, c'est que nous, côté core DS, on est vraiment, on va gérer tout ce qui est core, fondation, core component, on est owner là-dessus. Et sur les domaines composants, c'est une équipe qui va devoir construire, je sais pas moi, un data picker à 3 entrées qui sera utilisable uniquement dans leurs produits. Et donc du coup, nous, on va être en support et en reviewer. Et c'est pas nous qui allons construire le composant pour eux, parce que sinon, c'est trop compliqué. Et ensuite, il y a la dernière étape qui sont les spécifiques composants. Alors là, c'est un cas d'usage, c'est le Brésil qui a besoin de construire un produit de carte qui va être vraiment unique, spécifique à leur secteur de marché, à une promotion. Ça, s'ils embarquent les tokens, c'est le minimum pour la brand, mais après, nous, on n'aura pas de mots à dire parce qu'après, c'est pas du marketing, des notions de métier, donc on rentre pas là-dedans. Et donc, du coup, un exemple. À gauche, nos core librairies, on essaie de fournir tous les composants les plus agnostiques qui, en théorie, devraient fonctionner sur tous les types d'interfaces. On a des modals, des data pickers, des skeletons. Et côté domaine librairie, là, ça va être des composants, comme je disais, qui sont très spécifiques à un secteur, en l'occurrence là, le e-commerce, mais qui sont quand même construits et connectés avec tous les tokens qu'on fournit côté core. Souvent, en fait, quand on passe sur la phase, effectivement, sur la phase domaine library, c'est souvent des amalgas, finalement, des composants core.
Donc c'est-à-dire qu'eux vont recréer, vont remonter un peu d'un niveau quand on suit l'atomique. Et c'est pour ça que nous, de notre côté, jamais on pourra embarquer ça, donc on veut rester vraiment le plus neutre possible pour à la fois fournir au maximum d'équipes possible. Et aussi avoir certains garde-fous, parce que sinon, si on fait des domaines, librairies et qu'on dit aux gens, bah, en fait, vous pouvez péter les composants, les embarquer comme vous voulez, il n'y a plus rien qui est connecté, tout est décentralisé. 4 secondes. Ouais. Et il y a aussi des notions de Ops avec ces domaines librairies, c'est qu'on a des équipes potentiellement chez Carrefour qui ne se connaissent pas. Et on a une équipe A qui va bosser pendant 2 semaines sur des tableaux, une équipe B qui va bosser pendant 2 semaines sur des tableaux. Mais comme ils ne savent pas où sont ces fichiers de prod, ils sont stockés dans un fichier, un truc comme ça, il n'y a pas de mutualisation intellectuelle, enfin beaucoup de perte de temps. Donc là, l'idée, c'est quand même arriver à un stade où moi, je suis l'Espagne, je voudrais voir, je sais pas moi, une product card pour la partie Drive qu'ils sont en train de développer. Bah, je sais que je peux aller dans tel fichier et avoir une bonne base de construction qui est, en théorie, design system compliant. Ce qui nous amène au token. Donc déjà, on parlait des contraintes organisationnelles, mais on a rencontré beaucoup de techniques aussi, liées à ce que disait Louis tout à l'heure sur les standards. Figma, ils sont allés vite, ça restait en bêta pendant longtemps. Et dans l'écosystème de Carrefour où il y a du multi-brand, aujourd'hui c'est compliqué d'embarquer une librairie core qui va être exhaustif, qui va couvrir tous les nouveaux composants, qui va être dur à maintenir, surtout par une petite équipe. La gestion des droits, elle est complexe aussi. On peut gérer par workspace, on peut gérer des modes, des thèmes. Mais au bout d'un moment, on atteint vite à plein fond de verre technique. Ouais, et puis on pollue les espaces des uns et des autres. C'est-à-dire que là, on pourrait se dire, dans ce cas-là, les gars, vous avez qu'à faire une colonne retail France, une colonne retail machin, une colonne pour un produit B2B ou B2C dans une autre colonne, etc. Le problème, c'est qu'on va être amené à créer des tokens qui ne vont pas servir d'autres produits. Donc, quand on va vouloir les utiliser, vouloir les consommer, on va aller polluer tout le monde. C'est-à-dire qu'une appli B2B ou B2E va récupérer des tokens spécifiques au retail. Et c'est ce qu'on ne veut pas, en fait. C'est justement complexifier. On veut garder quand même un certain cloisonnement pour que ce soit propre et que ça reste le plus clair possible. Pas possible. Ce qui montre, et je pense que si vous avez déjà construit des tokens assez exhaustifs, côté designer, du côté utilisateur, l'interface de consommation, c'est ça, c'est une toute petite fenêtre où il faut scroll dedans, avec plein de slash. Et soit on connaît le mapping parfait, soit on commence à imprimer des posters et qu'on donne aux gens pour pouvoir... On n'a pas essayé ça. On n'a pas essayé. On n'a pas essayé. On fera du merch. Du coup, gestion de droit compliquée, parce que pareil, si on est sur un modèle décentralisé, et nous on voudrait potentiellement donner un droit d'édition au token, mais on ne voudrait pas donner un droit d'édition au fichier en particulier. Donc comment on gère ça? Beaucoup de réunions, globalement. Et le management des tokens, même à la construction, Figma a fait des mises à jour, mais l'auto-bind sur plein de paramètres ne fonctionne pas. Là, ils viennent d'intégrer les fontes et ça va être encore une autre problématique là-dessus. Nous, on a constaté aussi des bugs de propagation parce que beaucoup de fichiers, ce qui fait qu'on met à jour une librairie de token, il faut peut-être 3-4 jours avant que ça se démarre ou il faut relancer le Figma. Donc, c'est quand on est en design critique ou en review et qu'on update quelque chose, on n'a pas le résultat tout de suite. C'est assez frustrant. Très très long, ouais. Et le pire, c'est pas de collection étendue et activable uniquement dans des workspaces. Ça, on l'attend beaucoup. Ça réglait pas mal le problème. Et surtout que ça donnerait de l'autonomie à des équipes comme dans d'autres pays qui veulent contribuer au design system, mais qu'en fait, nous, on est un peu obligé de leur mettre des stops. Donc, eux, ils vont pas continuer de travailler, ils vont faire la chose de leur côté, ce qui amène ensuite de l'incompréhension côté tech, où là, c'est un peu plus agnostique, c'est que les développeurs, ils ont une source de vérité, côté Figma, il y a une source de vérité, donc ça devient encore plus de réunions. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans Figma, ça c'est sûr. Mais quand même, il nous a mis beaucoup de temps, d'heures de réunion complexifiées à essayer d'hacker le système par l'outil. Et ça, c'est un de nos retours d'expérience. Là, c'était un peu compliqué. Donc oui, Instagram versus réalité. Nous, idéalement, ce qu'on avait imaginé avec toutes les contraintes, c'était d'avoir une base de corps finalement et qu'on allait pouvoir, on va dire, amener comme un DLC finalement. C'est-à-dire que l'équipe retail allait pouvoir avoir ses propres tokens de promotion. Donc typiquement, si on prend une appli back-office côté Carrefour Banque, un token de promo, ça ne les intéresse pas du tout. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce corps et ces DLC activables et gérables en fait, pour chacune des équipes, pour qu'elles puissent être autonomes sur ce scope particulier
Nous, on allait pouvoir garder la main sur la partie core et on allait pouvoir brancher ce dont on a besoin seulement. On n'a pas réussi. Ouais, un des exemples, bon voilà, les fonds de vide intégrés, mais sur retail, on va peut-être avoir des bodies en 16, sur certains outils de back-office, ils veulent l'avoir en 14. Aujourd'hui, on se retrouve à devoir faire un mode, sauf que, bon après c'est de la gouvernance, mais un mode plus un mode plus un mode, qui nous dit que demain, sur quelqu'un qui a mal été onboardé sur le DS, ne va pas utiliser les fontes du mode de l'outil back-office sur la prod, donc du coup les développeurs me disent bon, je comprends pas. Il y en a qui seront malins, qui vont intégrer correctement, parce qu'ils vont appeler les tokens, d'autres qui vont se dire bah, j'ai vu 14, j'ai mis 14, et ce qui ramène du temps de QA, ce qui n'est pas censé faire sur un design system. Et pareil, l'idée c'était vraiment de fournir quelque chose de très neutre, avec beaucoup de choix, et ensuite chaque équipe vient récupérer ce qu'ils veulent, cutter le reste, et ensuite ils sont owners et managers de leur brique. Et on fait pas la police. Ouais. Là on fait la police. On fait la police. Et la réalité, c'est qu'on se retrouve avec des librairies très lourdes. La librairie sémantique qu'on a, elle est difficile à naviguer, elle est difficile à documenter du coup, parce que quand on la balance sur 08, ça bug. Specify, c'est performant, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais, et en fait, c'est tout rien pour l'utilisateur, on ne peut pas filtrer par expérience. Bon, UX désastreuse, oui, parce qu'en fait, devoir naviguer dans une toute petite fenêtre comme ça, il y a des plugins, mais est-ce que finalement, si on enlève tous les plugins de Figma, bah, est-ce qu'il y a encore Figma? Et des librairies de tokens activables uniquement par Workspace. Quoique, là je reviens là-dessus parce que ce matin j'ai découvert qu'on pouvait mettre des modes par défaut par Workspace. Donc un mode peut être mis par défaut sur un Workspace. Mais c'est un dark pattern, t'as trouvé. Ouais, il faut aller dans les ressources, c'est un peu compliqué. De la V1 à la V2. Donc, comme je vous ai dit, en fait, en fin d'année dernière, on nous a annoncé qu'on allait embarquer du B2E, du B2B, etc. Et nous, on était resté plutôt sur une couche, là, comme vous voyez à gauche, qui était assez sémantique. On voulait quelque chose d'assez simple, justement, pour pouvoir onboarder facilement les gens, les designers, qui est une première, en fait, une première sensibilisation par rapport à ça. Et on a vite compris, quand on nous a dit, bah, ça fait 20, 30, 50 applis en plus, ça va. On s'est dit non, il faut mettre à jour parce qu'en fait, il faut que chaque produit puisse en fait finalement mettre à jour son token de son composant en particulier sans impacter tout le monde et sans impacter tous les autres composants. En gros, à gauche, cette couleur interactive, elle était utilisée sur les buttons, sur les tags, sur les chips, sur les links, etc. Bah, Carrefour Location, typiquement, ils ont voulu juste modifier un truc dans un chip, bah, ça leur a modifié tout. Parce que Carrefour Location, c'est violet. C'est violet. Ouais, avec précision, et ça c'est bleu. Et Carrefour Classique, c'est bleu. Que j'ai mis là, c'est ouais. une petite dédicace à eux. Et Maxime, tu nous entends encore. Et du coup, on a mis à jour comme ça pour aller sur quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, si vous vous rappelez un peu la pyramide qu'a montré tout à l'heure Ismail, justement, on est plus sur le niveau component pour qu'on puisse aller affiner vraiment les réglages de nos composants pour notre thème et notre cas d'usage. Et pas impacter tout le temps pour tout le monde. Ça a pris du temps. Alors, on était à 150 tokens, je crois, pour la partie de gauche, 150, 180. Ce matin, je crois qu'on a dépassé les 1060. Et il les connaît tous par cœur. Alors, je vais les réciter. Ouais. Donc, et ça rejoint effectivement les questions de gouvernance dont mon cher confrère vous parlait tout à l'heure. Qui est responsable de quoi? Et donc là, en gros, vu qu'on n'impacte pas tout le temps, c'est beaucoup plus facile de donner la main sur ce genre de choix. Est-ce qu'ils veulent le fond de la chip dans leur couleur primaire d'action, ou est-ce qu'ils veulent un fond pâle ou un fond blanc, est-ce qu'ils veulent que ça prenne l'interactivité même? Parce qu'ils pourraient tout mettre en blanc et ce serait OK. Voilà, donc en gros, ça nous a permis de proposer ça, mais ça a demandé aussi pas mal d'explications. Pour leur dire non, cette fois vous avez la main là-dessus, cette fois vous avez la main là-dessus, cette fois vous pouvez faire ça. Et la file. Oui. parce qu'il y a la théorie, mais il y a encore peu de temps, une équipe est venue voir et se dit mais ça veut dire qu'on peut avoir notre propre thème? On leur dit oui, techniquement oui, mais est-ce qu'on a envie de régénérer 1500 tokens juste pour vous? Non. Pour une appli qui va sûrement servir à regarder si le collaborateur est en congé ou pas. Donc c'est un peu bourrin. Ce qui nous a amené à, du coup, à avoir deux librairies. C'est ça.
Donc on a les primitives, effectivement. On en a même 3, hein. On a les sémantiques qui sont tant appréciées, mais alors, c'est une vraie capture d'écran d'un fichier de travail qui est en prod. Voilà, parce que ça avait bien commencé, puis on a fini dans cet état-là en fait. C'était fatigant. Du coup, on a effectivement la partie primitive, qui sont les corps en fait, où on a les valeurs les plus neutres, les plus basiques en fait, donc les fameux RED 200, Blue 400, etc. qui vont alimenter donc maintenant une librairie sémantique, donc qui va être plus générique, etc., qu'on va conserver, qu'on distribue différemment, et les 1000 et quelques tokens sont stockés là-dedans, dans Marcel Components, qui stocke absolument tout. Et ça, en fait, on ne le met pas encore à dispo, en tout cas pas aux équipes de prod, parce qu'ils consomment directement les composants, donc ils n'ont pas besoin d'avoir le token spécifique à utiliser en dehors de son contexte. Typiquement, le background du button doit être utilisé que sur le button. Et vu que le composant existe, ils ont juste appelé le composant, donc pas de raison d'avoir ça à dispo. Mais ils ont la couche sémantique justement pour faire un fond de page, faire un fond d'un composant custom ou ce genre de choses. C'est pas évident non plus à mailler. Ouais, ça peut vite devenir un château de cartes. Oui. Et oui, on reviendra un peu sur la gouvernance, mais un château de cartes qui a été construit par potentiellement 3 personnes, c'est-à-dire que ces 3 personnes s'en vont. Si ça n'a pas bien été documenté parce qu'on n'a pas les bons outils, en fait, en voulant faciliter la vie des gens, on a créé de la dette technique. Donc en fait, c'est un chantier qui va revenir tous les 6 mois. Avec les tokens, il y a plein de manières de les nommer, de les gérer. Et c'est aussi une des craintes. Donc, du coup, nous, la vision de base, c'était d'avoir des corps et des extended collections pour que les équipes puissent venir se plugger et un peu comme des add-ons, une sorte de plugging par localisation, par pays. Et encore plus avec les fonts, comme je disais, il y a des cas où on n'embarque même pas le right to left ou ce genre de choses. Donc, et on pourrait découper en fait encore plus finement, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre à dispo des librairies spécifiques au textile et les détacher en fait de notre librairie qui embarque les couleurs, qui embarque tout. Et donc on pourrait modifier uniquement ce qu'on veut et mettre à la main uniquement ce qu'on veut aux autres équipes à dispo. On peut toujours pas. Figma, si tu nous entends. Du coup, comment on documente Marcel, c'est un peu le cœur. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, on a nos tokens, on a notre delivery, tout part autour de Marseille, on a différentes stacks, on a plein de différents outils. Comme je disais, ZeroHeight, Figma, et aussi un outil construit en interne qui nous permet de gérer les tickets. On ne voulait pas quelque chose de trop overkill. Du coup, on a construit un outil de ticket tout simple où un lien Figma, une question, un upvote, basta. Pas de SSO, pas de Jira, pas de Confluence. Il nous voulait vraiment un truc no-brainer pour que les gens puissent participer. Parce que les outils, c'est bien, mais au bout d'un moment, s'ils sont trop compliqués, il faut faire des formations pour former les gens à faire des demandes. Oui. Ils vont demander des formations dans les demandes, du coup. Ouais. Du coup, on documente beaucoup via Figma. On a même pour certains... C'est une vraie vidéo? Non, j'ai pas. Non, j'ai vraiment fait une capture comme ça. Okay, Et tu peux essayer de la choper. Mais en plus, c'est de la musique. Ouais. À côté de chaque composant, notamment pour les composants complexes, il y a des vidéos qui expliquent quelle propriété sert à quoi, comment l'utiliser. Si on peut tout faire pour éviter qu'il détache, on peut faire des vidéos. Donc voilà, ça, évidemment, on ne fait pas pour un bouton. Mais pour des cas de table, notamment, on a beaucoup de composants, vu qu'on va être le plus agnostique possible, avec beaucoup de slots et de sous-propriétés et de nested components et de nested propriétés. Donc on est obligé de faire des vidéos. Donc il y a une grosse part de notre documentation qui est faite dans Figma. Pas que les tokens, mais en partie. Ça, ce qui nous amène dans une problématique, c'est qu'on a testé pas mal d'outils. Nous, les devs, aujourd'hui, ils vont pas voir la doc 08. Voilà, c'est comme ça. On a beau insister, ils iront pas la voir. Donc du coup... C'est étonnant. Du coup, pour les habitués, on fait quand même à côté de chaque artboard un HShape spec qui permet, avec la version premium, de refaire sortir les tokens. Ils ont un bon artboard, c'est prêt. On a aussi testé des plugins comme LocalPrint de Pritvarak qui va nous faire des boards entières avec visuellement des tokens. Parce que pareil, pour un designer qui n'a pas accès au côté édition, en fait, il se retrouve avec une petite comme ça. Donc là aussi, c'est... Il a un tableau de 1000 et quelques tokens, du coup. Ouais. C'est hyper facile. Du coup, qui pose des soucis de perf quand on ouvre le fichier. Oui. Ça s'arrêtera pas.
Évidemment Specify, qui pour le coup, ça c'est top en termes de synchro, de perf, les développeurs. On leur dit juste, on a ajouté un nouvel icône, ils le récupèrent là-dessus. Sur les couleurs, tout ça, en fait, notre dev web, effectivement, côté DS, il est heureux avec cet outil. Sa vie a changé. Ouais. Littéralement. Surtout qu'il est très asynchrone, pas de réunion. Pas donc trop, ça non. l'arrange. Donc il aime bien le matin, il fait sa petite pull request, Ouais. il récupère tout ce qu'il y a de nouveau et ça roule. Et ça y est. Donc, évidemment Specify et le mode inspect de Figma, pas dev mode. Parce que le dev mode coûte très cher. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Ouais. Le dev mode coûte très cher, donc du coup, là on parle des équipes core qui développent les composants, mais aussi du coup les tokens sémantiques qui seront implémentés sur un background ou sur une produit card, sur un domaine component. Aujourd'hui, les développeurs passent principalement par Figma. Pourquoi? Parce que 08, depuis qu'on est passé au variable, nous remonte dans l'inspect les couleurs en hexa. Du coup, ça a un peu perdu de sa valeur. Ça a plus grand intérêt parce que l'inspect du coup passe par Figma. Mais ils ont passé un plugin en bêta qui permet de synchroniser les variables. Mais pareil, en fait, si c'est pas dans l'inspect du composant, le développeur il va pas ouvrir deux onglets en disant ça c'est le persistence text, le texte il est là. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de standard, on est encore sur, on sait pas trop comment documenter. Côté dev, il y a Specify, c'est bien, mais je pense que c'est important pour que les designers comprennent aussi la logique des tokens, qu'ils puissent avoir des représentations graphiques et visuelles. Ok, ça sert à ça sert à ça. Parce que sinon, on peut vite tomber dans j'ai tapé blue, j'ai mis un blue, le bouton il est bleu, donc c'est bon. Et c'est absolument ce qu'on va éviter. C'est ce qu'on a eu là. C'est ce qu'on a eu. Ouais. J'ai vu du bleu, c'est pas assez bon. Mais normal parce que si je tape dans Figma persistent border et que le slash il est coupé derrière, je me rends pas compte que je mets la border du bouton et en fait c'était la border du tooltip, le dev. Voilà. Ah, j'ai cassé le lien. Alors, on va faire ça, hop. Hop. Ah, la gouvernance. Et donc du coup, c'est beaucoup de questions sur comment on justifie nos choix. Carrefour, c'est beaucoup de designers, je crois 80, si on prend tout le monde. Un peu moins 50? Un peu plus? On est beaucoup avec du coup des expériences différentes, avec aussi un flux, il y a des prestats, il y a des internes, ça change beaucoup. Et donc du coup devoir justifier un chantier token dans une toute petite équipe, aussi comme un autre, ça veut dire le support DS il est un peu moins présent, mais en fait on va bosser pendant 3 mois sur des tokens qui visuellement, pour tous les stakeholders, ils vont dire mais le site il va ressembler à la même chose. Donc c'est compliqué à justifier et c'est pour ça qu'il faut bien anticiper avec une roadmap. Et nous on avait vraiment la zone novembre, décembre, janvier qui était un peu danger zone où à chaque daily, à chaque fois qu'on nous demandait ce qu'on faisait, on bosse sur les tokens. On ne connectait plus après. Oui. On n'avait plus daily. Parce que c'est très abstrait pour ceux qui ne l'utilisent pas ou ceux qui ne le voient pas, donc c'est vachement important. Quand on doit rendre des comptes d'expliquer ça, donc avec une roadmap. Et là, il y a les fonds qui arrivent, les premiers messages qu'on a reçus, c'est quand est-ce qu'on les intègre. On vient à peine de sortir de la publication de nouvelles librairies, on va peut-être patienter. On est d'accord. J'ai pas fait les liens. Voilà. Donc du coup, on a pris une décision assez drastique de complètement supprimer les librairies V1, ou ce qu'on appelle V1, pour repartir sur des toutes nouvelles librairies qui embarquent les tokens. On ne voulait pas avoir ce switch à gérer où les gens ils nous disent « j'ai mis à jour, ça a tout pété ». On a préféré tourner la page, se dire à partir du moment où on a publié les nouvelles librairies, les autres on les archive, elles sont plus accessibles. On accepte que sur les produits qui ont été construits avec les anciennes, on leur demande pas de faire de swap ou de switcher. On part du principe aussi que la potentielle source de vérité, c'est le dev. C'est-à-dire que si dans la maquette, c'est un token, c'est un toaster V1 qui est intégré, donc on a aussi fait des petites évolutions de design et d'accessibilité d'un composant. Si dans la maquette, le toaster il était, je sais pas, avec 6 de radius et dans le code, il sort avec 8, il sortira avec 8 parce qu'on sait que c'est la dernière source de vérité. Donc on a dû trancher. Bon,
C'était il y a peu de temps, donc on n'a pas trop de recul. On a mis à jour les covers. On n'a pas trop de recul sur l'impact de ça. En tout cas, nous, ça me paraissait bien. Mais en tout cas, on ne fait plus de mise à jour, on ne supporte plus. Et c'est les nouvelles librairies, on a changé les covers qui dit que c'est la seule source de vérité pour les développeurs aussi. Parce qu'on s'est souvent retrouvé avec des cas de les développeurs ils nous disent nous avons un composant, ça je ne l'ai pas dans le design system. Quand on fait go to main component, on arrive dans un fichier obscur qui est dans un workspace archivé et tout. Et on se demande combien de projets il a fait ce input avant d'arriver là. Donc on a préféré repartir sur des bonnes bases. Voilà. Bon, waouh, si ça fait. Puis après, il a fait monter en compétences. C'est un extrait d'un vrai atelier. Hein. Faire monter en compétences, essayer d'expliquer, sensibiliser justement à la création des composants, l'utilisation des tokens, et voir un peu, montrer les coulisses du travail qui a été fait en fait en amont. Typiquement, là, c'était pendant une mise à jour de Figma, quand on est passé sur les properties, donc il y a 1 an et demi peut-être, c'est ça hein. Donc on avait effectivement 240 variants pour ce composant, on a pu les réduire à 10 avec une approche complexe de conditionnement avec des atomes, etc., d'imbrication galère, mais on arrivait du coup à diviser par quasiment 20 voire plus sur certains composants. Et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir en fait transmettre cette utilisation et comment bien se servir des composants, comment bien se servir des tokens, comment bien construire un composant, comment le documenter pour qu'il soit le plus autonome possible et qu'on puisse être un peu peinard aussi, nous. Ouais, parce que nous, côté DS, en fait, on va nerder à la moindre mise à jour sur Figma, on va être à fond au taquet. Et si on n'explique pas pourquoi on fait ces changements-là, côté utilisateur, ils vont pas eux-mêmes se former sur la dernière version de l'outil, donc il va y avoir des décalages dans les communications, dans l'usage. Et on ne peut pas être les seuls à être à fond sur l'outil. On l'utilise autant que nos utilisateurs. Donc du coup, ça peut être vachement déstabilisant si sur des composants on n'a pas expliqué qu'il y a des property text. On va avoir des gens qui vont peut-être double-cliquer, voire détacher le composant pour faire de la traduction. Donc, il peut y avoir de ça. Encore une fois, c'est des grandes équipes. Et on n'a pas tout le temps le bon moment pour onboarder tout le monde correctement. Et on a tous des niveaux différents, des expertises différentes sur les hard skills Figma. Donc, comment on fait ça? Le lundi de 17h à 18h. Du lundi au mercredi de 17 à 18h, il y a permanence design system où tout le monde peut venir, soit booker un slot avec un sujet en particulier et du coup on essaie d'inviter un maximum de monde à participer si le sujet intéresse, etc. Soit comme ça, passer une tête. On en a qui venaient bosser parce qu'ils me disaient non, j'ai rien, mais j'ai pas envie de bosser tout seul. Ok. Et sinon, de temps en temps, on se fait un peu engueuler aussi. Ouais, bon, ça arrive. Hein. Et après, on a des workflows assez classiques. Hein. On a 3 manières de faire des requests, soit via Google Chat, qui est un super outil. L'outil de ticketing et les office hours qu'on a parlé. Et après, on a aussi mis en place pas mal de checklists. C'est que, ok, j'ai besoin de faire une requête. Est-ce que ça, c'est ça, ça, c'est ça? Est-ce que ça va être transverse, est-ce que ça va être réutilisable? Du coup, on met plein de filtres en amont pour limiter le nombre de demandes. Si nécessaire, des workshops. Après, une DS review assez classique. Et côté tech, on arrive à une publication, une review. Le but, c'est de tout documenter au propre dans Figma, Carrefour, on plug sur tous les tokens. Et à partir de là, on donne aux développeurs le fichier final. On va éviter que ce soit le designer qui a la demande du composant qui le donne via son fichier, mais ça va être vraiment nous qui vont gérer ça côté libre corps. Et après, pour une publication sur Storybook et le déploiement sur toutes les stacks. C'est pas engageant le design. Je me souvenais pas d'avoir mis ça. Non, mais les leçons qu'on a apprises, c'est finalement, il y a peut-être des usages qui sont un peu trop limités. Mais il fallait bien le faire au bout d'un moment. Bien s'assurer que les ressources dev sont disponibles. En gros, nous, on a évité de justesse la catastrophe qui était de... On a bossé pendant 3 mois sur les tokens, notre dev côté core, il nous a dit « Ah mais les gars, moi je suis pas dispo ». Donc on s'est potentiellement retrouvé avec des specs, de plus en plus de maquettes qui sont faites avec des nouvelles specs, et les devs qui appellent des packages qui n'ont pas les correspondances, et nous au milieu, on est en mode... donc voilà, et finalement on a pu mettre en place, parce que comme on essaye de bosser sur un modèle décentralisé aussi, poussé à la contribution, c'est compliqué, donc au moins s'ils n'ont pas le corps, les devs ne peuvent pas aller répliquer les composants sans Angular, ça peut être très très casse-gueule si on ne s'assure pas qu'il y a des ressources dev derrière.
Bon, après, classique, hein, une synchronisation régulière avec les développeurs. Encore une fois, pour justifier nos choix, pourquoi tu as besoin d'avoir autant de tokens parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Ou eux-mêmes, ils nous disent techniquement, ça sert à rien de faire ça. Donc, Oui. On écoute aussi. donc, du coup, former les utilisateurs à la logique des tokens. C'est pas que là, dans cette presse, on n'est pas rentré dans la technique, comment on l'a fait, parce qu'ils l'ont déjà montré avant et comme il y a plein de manières de le faire. Et nous, à l'instant T, on vient seulement de publier ces librairies-là. Il y a les typos qui sont arrivés hier. On n'a pas encore assez de recul sur les usages. Je ne sais même pas si on peut poser des métriques dessus. Est-ce que finalement, plus on utilise de tokens, mieux c'est? Ça, j'en sais rien. Et surtout qu'on voulait éviter de complexifier la solution parce qu'on peut vite rentrer dans du over-engineering, créer de la dette technique. Derrière, s'il n'y a pas eu de suivi, s'il n'y a pas eu de documentation, c'est à la mainmise de 2-3 personnes. Et puis les hacks, ça tient rarement longtemps. On avait testé des trucs avec Figma et à moindre mise à jour Figma, au moindre truc qu'on bouge, tout explose et on était tout content de notre hack au début. Puis derrière, on se dit, bon, ça recommence. Et ça, c'est très lié aussi à notre stack. Zero8, on a mis beaucoup de temps à écrire de la documentation dessus. Là, on se rend compte qu'on peut difficilement documenter les tokens dessus. Du coup, on doit resplitter dans un canal de communication. Et en fait, c'est soit on centralise tout dans Figma, soit on split, mais ça commence à être dur aux gens de dire « Ah non, les tokens, c'est sur, je sais pas, c'est sur Supernova, la doc technique, elle est sur Confluence. » On démultiplie les sources d'informations et c'est pas très productif. Voilà, j'ai oublié la slide question. Du coup, mais vous pouvez quand même poser des questions. Bonsoir. Ma question, elle est tournée plutôt sur la documentation. Est-ce que vous avez envisagé de faire votre documentation directement sur Figma ? Alors, oui. Oui, en fait, aujourd'hui, on va la documenter comme ça, via Redshape. Okay. On va la documenter comme ça. Et aussi les vidéos. Et en fait, aujourd'hui, on a la chance qu'on n'a qu'un seul développeur qui s'occupe de construire ces composants-là. Donc ça va. Mais il y a des petits trucs très cons, c'est qu'il y a eu le changement du dev mode, on n'était plus en bêta, on a plus de 300 développeurs qui nous ont dit il n'y a plus de spec, comment on fait? Donc même ça, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui on met dans Figma, et si demain on trouve un meilleur outil, on y va à fond. Ok, merci. Si, on a. La documentation des tokens dans Zero8 aujourd'hui, elle est pas optimale parce qu'en fait, elle remonte plus dans l'inspect. Dans la question, c'était, ils ont dit qu'ils ont Zero8 comme stack, donc c'est un outil de documentation. Je demande pourquoi la documentation, du coup, n'est pas sur Zero8. Il y a la documentation sur Zero8 sur Carrefour.design, où dessus, il y a beaucoup d'exemples de do et don, du X-Writing, de comment on utilise les composants, les patterns. Pas mal de documentation sur l'Ops aussi, comment collaborer, les modèles de contribution. Mais les specs aujourd'hui sont beaucoup plus précises dans Figma pour les développeurs. Comme à l'époque de Zeppelin. Zeppelin était ultra efficace pour ça. Et donc du coup aujourd'hui, pour le code, c'est reste Figma, la source de vérité. Et pour les designers, c'est Carrefour.design. D'accord. Et du coup la question c'est pour les développeurs, vous n'avez pas un storybook aussi ? Et du coup, est-ce qu'une fois implémenté, vu que c'est un développeur qui est en contact avec la spécification qui est faite aujourd'hui sur Figma et qui peut regarder le dev mode s'il a la licence, est-ce que cette documentation, elle ne peut pas être aussi portée côté storybook? Ouais. On a le storybook, mais on n'a pas le VPN. Là, pour non. Effectivement, on a le storybook. Les tokens sont documentés dans le storybook. Donc du coup, s'il y a des ponts dans Visual Studio, ils font directement appel au storybook. Les développeurs qui consomment les composants ne vont jamais dans ces specs-là, c'est surtout côté core qu'ils utilisent. On a un storybook, mais par stack, du coup on a 4 storybooks. Du coup, il faut les maintenir. Et là, encore une fois, contrainte technique. Mais oui, on documente bien aussi dans les tokens dans storybook. Ouais.
Désolé, ouais. Moi, c'est plus sur la posture de freelance et le passage de la V1 à la V2. En tout cas, comme vous le présentez, ça s'apparente de loin à un micro-échec. Et comment vous... oh, c'est vraiment... En tout cas, retour d'expérience. Voilà, très bien. Le langage corporel, tout est là. Mais du coup, comment vous gérez cette position de freelance pour expliquer, OK, on a tenté, on est parti sur une vision qui a dû être modifiée pour des imprévus et parce qu'il n'y avait pas encore le retour dessus. Surtout sur votre position de freelance dans un grand groupe, comment vous faites? Moi, je suis dans votre team depuis récemment. Du coup, je me pose vraiment ce genre de questions. Pour le coup, Carrefour, il n'y a jamais eu de différence entre interne et free. Okay. En gros, c'est-à-dire qu'on est autant invité aux plénières qui durent 4 heures que les internes, autant invité aux événements, autant investi même, et autant considéré. Donc à ce niveau-là, en fait, de leur côté, il n'y a vraiment pas ce côté... c'est pas scindé. Non. Voilà. Moi, j'ai été dans des boîtes où on nous a dit littéralement, bon, les indeps, vous vous barrez, on va déjeuner. Waouh, super accueillant. Par contre, dans ta question, est-ce que tu veux dire, typiquement, nous on construit ça, un freelance n'a pas une durée de vie infinie dans une boîte comme ça. Pour plein de raisons, ça peut partir. Donc du coup, si on est coupé en plein chantier, comment on fait? Ou si, là, encore une fois, si on documente pas bien et qu'on s'en va, qui va reprendre ça? Comprendre, décortiquer? Est-ce qu'il faut faire du reverse engineering sur notre travail? Donc c'est ça aussi, la complexité, c'est que, en fait, on ne peut pas faire des roadmaps sur 6 mois, on fait des roadmaps sur le mois. Parce que c'est très flou l'avenir. Merci, bonsoir. Moi, c'est Boris. Moi, c'est beaucoup plus au niveau de la gouvernance. Est-ce qu'il y a une politique de monitoring de l'utilisation des composants pour prioriser des évolutions ou pour voir de l'utilisation qui est faite ou quoi que ce soit? Niveau data, est-ce qu'il y a une politique de data dans le monitoring du design system? On regarde les analytics. Ouais. Ils ont ouvert l'API, donc il y a moyen de faire des beaux dashboards maintenant. Mais pas avant, ouais. Aujourd'hui, côté e-com, parce que le truc a été construit pour les e-com de base, on arrivait à un moment où tous les besoins étaient quasiment remplis. Donc à part quelques optimisations, il y avait très peu de requests. Là, comme on ouvre la porte au back-office, il y a de plus en plus de demandes. Et on monitore pas, on a un script qui doit tourner sur la prod qui nous dit le coverage. Les analytics de Figma ne servent pas à grand-chose. Le reste, ça se fait à la mano, quoi. C'est des tickets. Et du coup, dans le système ticketing, tu peux faire du upvote à la Reddit. Donc du coup, si on voit que les gens ont upvoté plus le travail sur un side panel que sur l'évolution d'une modale, bah, on part sur le side panel. Et coupler ça aussi avec notre capacité de ressources techniques. Si on n'a pas de dev, on ne va pas faire de composants. Si on a... plus le gap sera grand entre Figma et le dev, plus ça va créer des conflits. Donc parfois, on met des stops. Du coup, merci à tous. Et merci aussi à tous nos speakers.